Bonjour à toutes et tous, je suis Paul Nusa, déléguée régionale à la T2E Aura et à la T2E BFC. Ma camarade Claire Nicolas, qui est déléguée régionale avec moi à la T2E BFC et moi-même, nous sommes enchantés de vous avoir si nombreux puisque vous êtes, je crois bien, 330, n'est-ce pas Tiffany? C'est tout à fait ça. On a 330 inscrits pour ce webinaire. 330 inscrits, donc on va essayer d'être le plus efficace possible et ceci grâce à l'aide et à l'organisation de la T2E nationale. Bravo Tiffany et l'équipe. Et grâce à la compétence et au savoir-faire de notre amie Elisabeth Tatro et son équipe. Voilà. Je vous laisse arriver tout doucement. On reconnaît des noms qu'on connaît depuis longtemps. On vous salue tous bien amicalement. Si tu veux bien, ma chère Tiffany, on va avancer sur le sujet. On va commencer. On vous rappelle ce que c'est que la T2E, si tant est que vous en ayez besoin. Une association très active et je dirais prioritaire dans le domaine de l'efficacité énergétique, de la transition énergétique. Une association qui a de nombreuses responsabilités et des clubs, notamment le club C2E, mais aussi le club Cogénération, des programmes C2E nationaux que vous êtes très nombreux à aller utiliser, Oscar, FIBAT et Pacte Industrie. Je souligne Pacte Industrie puisqu'aujourd'hui nous allons beaucoup parler d'industrie, avec notamment les deux programmes fort intéressants, Pro-RFEI, et de nombreux consultants ont été sélectionnés pour être formateurs accompagnateurs de nos entreprises, et Pro-SMEN, la prime à la certification. Beaucoup d'autres activités au sein de la T2E, une proximité très forte avec l'ADEME et le ministère, des équipes hyper disponibles, basées bien entendu à Paris, mais aussi dans les régions, puisque toutes nos régions sont représentées avec, on va le voir pour l'exemple de BFC et Aura dans quelques minutes, avec un bureau et des entreprises, des professionnels qui sont autour du président et des délégués régionaux pour avancer. Je cite également les clubs pour lesquels vous êtes aussi fortement intéressés, le club stockage d'énergie, le club power to gas, le club biogaz et pyrogazéification. Il y a avec la T2E la possibilité de s'informer grâce à un ouvrage extrêmement intéressant qui s'appelle Énergie Plus, qui est la revue de la maîtrise énergétique. Et cette revue Énergie Plus qui d'ailleurs prend un petit coup de jeune cette année avec une version pas seulement papier, puis quelques petites modifications. Il ne faudra pas oublier qu'on en dise un petit mot avant de se quitter. Si tu veux avancer un tout petit peu, Tiffany. Et pour présenter, je donne la parole à ma camarade. Merci Paul. Donc moi je vais me présenter. Donc je suis Claire Nicolas, je travaille à la CCI Bourgogne-Franche-Comté et j'ai le plaisir d'être déléguée régionale à la T2E Bourgogne-Franche-Comté aux côtés de Paul et puis aux côtés également de Pascal Laude qui est représentant d'Enedis. Et je salue également notre présidente Solène Guillet qui est déléguée régionale pour la FNOR Bourgogne-Franche-Comté. Dans cette AT2E, nous avons une bonne douzaine de membres très actifs, notamment, qui se décomposent en trois parties, on va dire, des représentants de l'État, des filières. On a évidemment l'ADEME qui est extrêmement présente, l'Agence économique régionale qui travaille en lien avec le conseil régional, la CCI, la FNOR, et puis au niveau filière, on a des représentants de l'association des entrepreneurs d'agroalimentaire, l'AEA. Nous avons également des industriels du métier, l'énergie, des fournisseurs d'énergie et des gestionnaires de réseau, dont EDF, Enedis et GRDF. Et puis, on a également à peu près 5 membres très dynamiques qui sont représentants des bureaux d'études. Et je citerai Opal, OID, Planer, EIMI et CAP 50. Voilà, et on a une dynamique régulière. Donc, tous les ans, on organise des webinaires autour des C2E parce que c'est une information qui est extrêmement intéressante pour les industriels et pour les professionnels autour de l'énergie. Et pour vous donner juste deux idées également, en 2025, nous allons organiser le 13 mars une réunion sur le PV en autoconsommation collective sur Besançon. On va organiser également un webinaire sur la réglementation F-Gaz le 9 avril en lien avec Paul également, avec la T2E Aura. Et le 1er juillet, un grand colloque autour de l'eau et l'énergie. Voilà. Et je laisse la parole à Paul pour la T2E Aura. Me revoilà pour présenter la T2E Aura, qui a une structure fort semblable et une dynamique depuis déjà de nombreuses années, autour de notre présidente, Nadine Adra,
autour de mon ami Jean-François Lucas, qui est délégué régional avec moi, du CETIAT. On retrouve des acteurs communs et des fournisseurs d'énergie, mais on retrouve aussi l'AFNOR qui nous a rejoints il y a déjà quelques années. On retrouve bien entendu des professionnels, hein, prestataires de services et également de l'automatique et l'industrie, Clogère, Claire Ingénierie, un fidèle depuis toujours, l'EDF, GRDF. Depuis peu, Nepsen nous a rejoints pour travailler sur du tertiaire et toujours sous la houlette de l'équipe ADEME, et on salue Olivier Gillet de l'ADEME et bien sûr de la République française, mais on voit un peu moins l'Adréal. Mais avec les problèmes d'eau qu'on va devoir traiter, certainement qu'ils vont nous rejoindre rapidement. Cette AT2E aura un programme qui est en train d'être ficelé, et également un petit peu des thèmes de ce genre, et aussi du même genre que ceux que ma camarade vient de vous présenter, et aussi une recherche et un travail sur les changements climatiques et le confort qui est en train de se préparer pour notamment le deuxième semestre. Nous allons rentrer dans le vif du sujet, si vous en êtes d'accord, avec le sommaire. Après cette période d'introduction, on va avoir la chance d'un professionnel qui est Jean-Baptiste Devalant, collaborateur qui travaille avec Elisabeth Tatreau. Point sur les 4 nouvelles fiches industrie et les perspectives. On les attendait avec impatience et vous allez voir plein de choses intéressantes sur le sujet. À partir de 10h30, 11h et vers 11h, on parlera de l'articulation entre les différents dispositifs décret tertiaire, décret BAX. Et puis, on aura la chance d'avoir quelques informations sur les nouveautés, notamment sur le transport. Un mot avant de se quitter sur les opérations spécifiques. Qu'est-ce qui se prépare et quoi de neuf? Et on vous laissera aller déjeuner tranquille vers midi. Voilà le sommaire d'aujourd'hui. Eh bien, sans transition, je vais donner la parole à notre déléguée générale, Elisabeth Tatreau, sans qui tout cela ne serait pas, et que je remercie d'avoir accepté d'animer pour nous ce webinaire. Merci beaucoup, Elisabeth. Bien, merci beaucoup, Paul. Bonjour à toutes et à tous. Bien, le club C2E est ravi d'être à vos côtés aujourd'hui pour vous faire part de l'actualité relative au dispositif des C2E. Donc, comme l'a dit Paul, hein, vous allez entendre Jean-Baptiste Devalant, qui est notre chargé de mission dédié à l'industrie, Solène, qui est chargée du secteur tertiaire, et nous allons faire un focus sur les fiches qui intéressent les bâtiments tertiaires dans une usine, parce que vous avez certes les process, et c'est ce que Jean-Baptiste va vous présenter, mais si vous avez des bâtiments tertiaires, vous avez de la mobilité. Et c'est pour cette raison qu'on a voulu faire aujourd'hui un focus sur les bâtiments tertiaires et sur le transport. Et enfin, Olga vous parlera des opérations spécifiques, parce qu'aujourd'hui, c'est le secteur de l'industrie qui propose la plus grande part de fiches, enfin de dossiers d'opérations spécifiques. En 3 mots, le club C2E, 3 missions. Première mission, travailler sur les fiches d'opérations standardisées, et cela, on le fait en organisant des groupes de travail. Deuxième mission, informer les acteurs et les accompagner dans le cadre du dispositif des C2E, et on organise des webinaires sectoriels. On contribue à des webinaires comme celui d'aujourd'hui. Et troisième mission, c'est de proposer, sur la base des retours d'expérience, sur la base de tout ce qui nous est partagé comme information, des évolutions du dispositif des C2E. Et ayez bien en tête que nous faisons cela en étroite collaboration avec la DGEC, donc le ministère, et l'ADEME. Donc voilà, sans plus tarder, je vais passer la parole à Jean-Baptiste, qui va vous parler des 4 nouvelles fiches industrie qui ont été publiées ces derniers mois et vous présenter sa charge, son planning de travail pour le semestre à venir. Merci Elisabeth, bonjour à toutes et à tous. Donc je vais vous présenter les 4 nouvelles fiches qui concernent l'industrie et en particulier les process industriels. Donc c'est le résultat de plusieurs arrêtés, plusieurs évolutions réglementaires depuis la fin de l'été jusqu'au dernier arrêté de fin d'année. Et les fiches qui ont été publiées cet été, en l'occurrence, ont été modifiées jusqu'à la fin de l'année. Donc, je vais vous dire un petit peu où est-ce qu'on atterrit. On a maintenant une situation stable sur ces quatre nouvelles fiches. Donc, 3 fiches qui sont relatives à la récupération de chaleur fatale. La récupération, alors, il y a déjà une définition à avoir en tête qui est rappelée dans ces 3 fiches.
La chaleur fatale, c'est une chaleur qui est produite par des installations et qui n'est pas la finalité première des installations et qui n'est pas déjà récupérée. Donc, on a trois modalités et processus de récupération possibles qui sont visés par ces trois fiches. La première, c'est la fiche 1 du T 137 qui consiste à mettre en place un système de pompe à chaleur en réhausse de température sur la chaleur fatale récupérée. Je vais vous donner, je vais faire ça pour les quatre fiches, je vais vous donner les critères d'éligibilité, les conditions de délivrance, le montant du forfait, en tout cas la formule de calcul, et puis les autres conditions d'application. Donc pour cette fiche, les critères d'éligibilité, d'abord, comme toutes les fiches actuellement, les fiches C2E, elles ont une durée de vie désormais de 5 ans. Donc, les opérations qui sont éligibles sont les opérations jusqu'en 2030. Ensuite, donc, la chaleur fatale qu'on récupère ne doit pas déjà être valorisée. Ça paraît très évident, mais c'est en tout cas rappelé dans la fiche. Et puis, il y a une condition de température aussi qui avait été sujette à débat. Donc, la chaleur fatale provient soit d'un effluent liquide, soit d'un effluent gazeux qui répond à la définition de chaleur fatale et qui est avec une température supérieure à 25 degrés. Donc, ça exclut des processus avec des effluents liquides qui seraient inférieurs à 25 degrés. Autre critère important, et c'est valable pour les deux autres fiches qui suivent, la valorisation de la chaleur fatale doit être faite sur le site. C'est-à-dire que la production de la chaleur est faite sur le site et l'utilisation et la valorisation de la chaleur est faite sur le même site. Il y a un critère de puissance. La puissance thermique fournie doit être inférieure à 2 MW et il y a un certain nombre de critères de performance qui sont rappelés dans la fiche. Je ne vais pas entrer dans le détail, vous vous y référerez. Ensuite, il faut savoir que ces fiches sont soumises à contrôle systématique et je reviendrai sur les référentiels de contrôle qui ont été publiés à la fin de l'année. Donc, vous avez la formule du forfait sous les yeux. Il faut savoir aussi que le forfait a été revu pour le passer en ce qu'on appelle en énergie finale intégrale. C'est-à-dire qu'on n'a plus le coefficient gaz-électricité. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que le forfait, avec cette modification, a été augmenté de manière assez importante. Et donc, cette fiche est d'autant plus intéressante depuis cette modification. Donc, la formule, vous l'avez sous les yeux, il y a un facteur multiplicatif qui s'applique à la différence entre l'énergie thermique produite par la pompe à chaleur et l'énergie consommée par la pompe à chaleur et par les auxiliaires de la pompe à chaleur. Autre élément de la fiche qui sont importants, qui sont communs aussi aux trois fiches, l'étude de dimensionnement est obligatoire et l'installation d'instruments de mesure est aussi obligatoire. Donc le gisement qui avait été évalué au moment de la création de la fiche est important, puisque pour des chaleurs fatales en dessous de 100 degrés, on a 56 TWh CUMAC valorisables par des pompes à chaleur. Voilà pour cette première fiche relative à la chaleur fatale. La deuxième... Non, avant de passer à la deuxième, alors ce que je vous disais justement sur l'augmentation du forfait lié au passage en énergie finale intégrale,
Juste ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que le taux de couverture, alors ce qu'on appelle le taux de couverture, c'est le montant des C2E, le montant de l'aide par rapport au coût de l'investissement. Donc on est passé de 31% à 46%, donc c'est un taux de couverture quasiment de 50% qui est intéressant et qui est plutôt dans les niveaux moyens supérieurs. Fiche suivante. Alors, sur cette fiche, Jean-Baptiste, nous avons une question. Cela concerne toutes les PAC, notamment les PAC haute température. Je me suis permis de répondre oui, mais tu confirmes bien? Oui. Cela concerne les PAC moyennes, hautes et très hautes températures, y compris des très hautes températures. Deuxième fiche relative à la récupération de chaleur fatale, c'est l'INDUT 138 et qui consiste à convertir la chaleur fatale soit en électricité, soit en air comprimé. C'est la même définition de la chaleur fatale, donc c'est une production de chaleur par une installation dont ce n'est pas l'utilisation et la destinée première. Les critères d'éligibilité, donc les conditions de délivrance pour cette fiche, c'est de la même façon, c'est des opérations qui sont engagées avant le 1er janvier 2030, donc on a 5 ans de durée de vie. Comme la précédente, une étude préalable de dimensionnement est obligatoire, ainsi que des systèmes, des équipements de mesure, des instruments de mesure. Pour la production d'électricité, en tout cas, alors c'est la même chose pour l'air comprimé, mais c'est peut-être moins courant. Donc l'électricité ne doit pas être revendue à un tiers. Ça veut dire que on parle de récupération de chaleur fatale pour une auto-consommation d'électricité pour des usages sur le site. C'est un critère important à nouveau, sur le site où est récupérée la chaleur fatale. On a dans la fiche des critères de rendement aussi hein, des machines. Et puis un seuil, alors plutôt un plafond, même si là il est exprimé dans l'autre sens. Les systèmes les opérations qui sont éligibles doivent être inférieures, doivent récupérer un montant de chaleur, une quantité de chaleur inférieure à 16 gigawattheures par an. Donc ça exclut les opérations qui récupèrent des quantités importantes de chaleur. Slide suivant, si tu veux bien, Tiffany. Donc, vous avez ici le détail du forfait avec la formule qui est fonction de la quantité, de la puissance thermique récupérée, avec un facteur de rendement, dont on soustrait la puissance électrique absorbée par les auxiliaires pour faire tourner la génération d'électricité ou la génération d'air comprimé, et qu'on multiplie avec un facteur et qu'on multiplie sur la durée d'utilisation de fonctionnement des machines. Et je ne l'ai pas mentionné, de la même façon, ces opérations sont soumises à contrôle systématique et je vous en dirai plus sur le référentiel de contrôle ensuite. Dernière fiche sur la récupération de chaleur fatale. C'est une fiche qui consiste, donc c'est l'INDUT 139, et qui consiste à mettre en place un système de stockage de la chaleur fatale. Donc, même définition de la chaleur fatale avec des conditions de délivrance qui sont semblables. Il faut que la chaleur valorisée soit valorisée, donc stockée sur le site. Il y a un critère différent pour cette fiche-là qui est important.
il faut pouvoir justifier d'une non-simultanéité. C'est-à-dire qu'en fait, il faut pouvoir justifier qu'on stocke la chaleur et qu'on ne peut pas la valoriser pour un usage immédiat et instantané au moment de la production de la chaleur, contrairement aux deux précédentes fiches. C'est-à-dire que cette fiche est mobilisable pour des opérations qui ne sont pas possibles de manière instantanée. Alors, attends juste, Jean-Baptiste, parce que je crois qu'on a des problèmes de son. Couper la caméra. On va peut-être couper la caméra et on va essayer de redire juste sur cette fiche-là. Oui. Est-ce que je peux me permettre une question? Oui. Jean-Baptiste, pourrais-tu revenir, s'il te plaît, sur le slide précédent, si j'ai voilà. Reprécise-nous, si tu veux, le critère d'éligibilité, la quantité de chaleur annuelle valorisée, car tout le monde n'a pas compris si c'était supérieur ou inférieur à 16 gigas. C'est écrit inférieur à 16 gigas, c'est bien ça? C'est inférieur. Il faut que ce soit inférieur à 16 gigas. Donc, ça exclut les opérations qui récupèrent des montants importants de chaleur. Super. Eh bien, ça répond à une question. Je te redonne la parole. Allez. Après, il y a peut-être une question. Vous nous entendez bien là maintenant? Alors, il y a quelqu'un qui a dit qu'il n'y avait pas de problème de son, donc pas de souci. Je pense qu'on peut continuer. On vous entend bien. Hein, on vous entend bien. Parfait. Merci, Paul. Tu veux prendre les questions après ou au fil, Jean-Baptiste? On peut les prendre dans le fil. D'accord. Il y a une question sur, justement, il y a tout un débat sur 16 gigawattheures récupérés ou 16 gigawattheures stockés, mais comme on ne fait pas état de la fiche, mais dans la fiche concernant l'air comprimé, c'est supérieur à 16 gigawattheures par an. Donc, si on prend la fiche sur l'air... Alors, sur l'air comprimé, c'est inférieur à 16 gigawattheures. C'est un critère d'exclusion, c'est pour ça qu'il est exprimé en supérieur. C'est une condition de délivrance qui est exprimée comme un critère d'exclusion, encore une fois. Donc, désolé, c'est effectivement pas clair, mais les deux critères sont les mêmes. Et donc, c'est pour des opérations et des quantités de chaleur annuelles valorisées inférieures à 16 gigawattheures par an. D'accord. Donc, suivant les fiches, le 16 gigawattheures est présenté différemment. Le seuil de 16 gigawattheures est présenté différemment. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais il faut retenir que c'est un plafond. Okay. Eh bien, on peut continuer. Alors, on a encore des problèmes de son. Qu'est-ce qu'il n'y a pas de son? Alors, attendez. Est-ce que vous nous entendez toujours? Désolée pour les problèmes de son. Non, rien. Très bien. Question. Moi, de mon côté, ça fonctionne bien. Ouais. Oui, moi aussi. Très bien. Il y a une question sur cette limite des 16 gigawattheures. Est-ce qu'on sait comment elle a été fixée? Alors, c'est un plafond qui a été débattu au moment de la création et des discussions et de la publication de la fiche. Elle a été fixée pour exclure des opérations qui généreraient des montants de C2E très importants et trop importants aux yeux de la DGEC. Il y a une question en dehors des ORC pour la fiche 138. Est-ce qu'on connaît d'autres technologies pour la conversion de la chaleur fatale en électricité? En tout cas, c'est pas visé par cette fiche. Donc en dehors des ORC, c'est pour accompagner le développement des ORC oui. Que cette fiche a été proposée. Oui. Et une question, est-ce que vous avez des taux de couverture des fiches induites 138 et 139? Effectivement, ils n'ont pas été mentionnés. On pourra vous les envoyer, je ne les ai pas précisément de tête, mais je peux vous les
Vous les mettrez dans les réponses juste après. Il y a une question, ben oui, dans le cas où on dépasse les 16 gigawattheures, il faut passer en spécifique. Oui, c'est ça. C'est bien ça, on est d'accord. Après, il y a des échanges aussi par rapport aux bâtiments. S'il y a plusieurs bâtiments dans une usine, est-ce que c'est la récupération de chaleur sur un bâtiment précisément ou est-ce qu'il y a une notion de site? Alors, c'est la notion de site hein, qui est visée par les fiches. C'est la notion de site industriel. Donc, il peut y avoir plusieurs bâtiments. Et en particulier, la chaleur peut être récupérée pour chauffer des bâtiments tertiaires sur un site industriel. D'accord, merci beaucoup. Et puis donc, si c'est une société externe qui prend en charge l'investissement pour un site donné, est-ce que c'est possible? Je ne sais pas si on a toutes les réponses. Hein. Parce que en tout cas, c'est le demandeur de C2E qui bénéficie des C2E. D'accord, oui, merci. Alors, je vois une question pour les dossiers traités en spécifique, car trop gros. Peut-on appliquer le calcul en énergie finale intégrale et appliquer la bonification x2 des forfaits? Appliquer la bonification x2 des forfaits? Non, puisque le texte publié ne fait référence qu'à la fiche. Pour ce qui est du calcul en énergie finale intégrale, pour les opérations spécifiques, le ministère n'a pas encore donné de précision sur les modalités d'application. Eh bien, je propose qu'on continue, Jean-Baptiste. Oui. Slide suivante. Alors, avez-vous des retours sur le nombre d'utilisations des fiches à date? C'est un peu prématuré. Pour le moment, on n'a pas de retour. Voilà, c'est prématuré. Puisqu'elles sont applicables depuis le 1er janvier. Alors, détail du forfait pour la fiche 1 du T139. Vous avez la formule qui est relativement simple cette fois-ci, puisque c'est le produit du rendement du système de stockage, la capacité thermique du même système et le nombre de cycles en capacité maximale du système où le stockage est réalisé. Slide suivant. Alors, petite précision, je vous disais que ces fiches, elles ont été publiées le 22 août 2024. Elles ont été modifiées ou précisées jusqu'à la fin de l'année et il y a une modification importante qui est déjà dans les 2 premières fiches, qui a été ajoutée à la fiche 1 du T139 en précisant le fait que l'étude de dimensionnement est obligatoire pour la mise en place d'un système de stockage et qu'elle doit être tenue à la disposition de l'administration en cas de contrôle. Je vous disais que pour ces 3 fiches, les contrôles sont rendus obligatoires et systématiques. Je vous liste ici les principaux points à retenir des référentiels de contrôle. Il y a toute une série de points de contrôle qui sont listés pour les 3 fiches et qui sont spécifiques à chacune des fiches, même si certains points sont communs. En particulier, il s'agit de contrôler qu'on a bien reçu l'étude de dimensionnement, qu'elle est bien tenue à disposition, qu'on respecte la définition de chaleur fatale, comme je vous l'ai donné au début, que la génération de chaleur fatale, et ça c'est un point fondamental, se fait bien sur le site pour des usages sur le site. Et puis,
évidemment, il y a des contrôles des différents paramètres qui composent le forfait, en particulier de performance et de montant de puissance pour les 3 formules de calcul du forfait. Il y a une question justement par rapport aux études de dimensionnement. Est-ce qu'elles peuvent être faites par l'entreprise elle-même ou est-ce que ça doit être obligatoirement réalisé par une tierce partie par rapport voilà. La façon dont c'est stipulé, c'est que ça doit être fait par un professionnel. Ouais, faut prouver son, ouais. Qu'on a les diplômes ou les capacités, les compétences. Les capacités pour faire une étude de dimensionnement, en général, c'est un bureau d'études. Hein. Mm. Alors, la dernière slide relative à ces fiches, c'est une bonne nouvelle puisque à l'occasion du dernier arrêté du 30 décembre, qui est le 65e arrêté et qui publie les dernières fiches, entre autres industries, est mise en place une bonification. Et cette bonification est un facteur 2 pour les 3 fiches du montant des C2E, du forfait. Donc, on a x2 sur les 3 fiches, du T137, 138 et 139. Avec peut-être avec simplement une petite limite pour l'Induté 137, puisque cette bonification ne s'applique qu'au, et ça devrait être mentionné dans la hache, ne s'applique qu'aux pompes à chaleur pour lesquelles la température en sortie de condenseur est supérieure à 70 degrés. Slide suivante, s'il n'y a pas de... Alors, on passe à une nouvelle fiche qui est sortie qui a été publiée par le 65e arrêté, applicable le 1er janvier 2025, et qui consiste à mettre en place un système de mise en veille sur des machines industrielles qui utilisent de l'air comprimé. Alors, le principe est relativement simple, puisqu'il consiste à abaisser le niveau de pression dans la machine, utilisant de l'air comprimé et dans le système qui génère de l'air comprimé, de telle manière à diminuer le niveau de fuite et de telle manière à diminuer la consommation d'énergie qui est en général nécessaire pour compenser les fuites. Donc, les conditions de délivrance sont relativement classiques. La mise en place du dispositif doit être réalisée par un professionnel. Le process doit être discontinu puisque le principe est de réaliser des économies de fuite. Donc, il faut que le process soit discontinu parce que les fuites ont lieu pendant les phases d'interruption du process. La machine doit... Alors, on parle les systèmes de mise en veille doivent être installés sur des machines qui sont en service depuis au moins 2 ans. Et puis, il y a un certain nombre d'instruments, de mesures qui doivent être installés sur les machines, à savoir des débitmètres, des manomètres et aussi des équipements de régulation qui permettent de piloter de manière automatique justement ce dispositif. Et puis, les plages de débit concernées pour être éligible, c'est entre 200 litres minute et 4000 litres minute. La slide suivante, si vous voulez bien. Donc, vous avez le forfait.
qui est calculé ici et qui est fonction des différents modes d'opération, 1,8, 2,8, 3,8 avec ou sans week-end. Et le forfait est d'autant plus intéressant que le process s'interrompt longtemps. Et donc, c'est le mode de fonctionnement en 1,8 qui induit un montant de forfait le plus intéressant. Donc, on a pas mal de questions. On va traiter celle sur l'air comprimé, on reviendra sur les packs après. La première question, la mise en veille peut-elle se faire à 0 bar? Non. Non, parce que en fait, le principe, c'est d'abaisser la pression à un niveau, mais pas d'arrêter les machines et la génération d'air comprimé, puisque en fait, c'est redémarrer une génération d'air comprimé. C'est compliqué, ça prend du temps, c'est coûteux, ça prend surtout du temps parce qu'il faut recalibrer des pièces en l'occurrence et recalibrer les générateurs. Et donc le principe de cette fiche, c'est de descendre en dessous d'un niveau de pression qui génère des fuites, mais de pas descendre en dessous d'un niveau de pression qui nécessiterait de redémarrer la machine. Merci Jean-Baptiste. Autre question, avez-vous des exemples de process continus qui ne répondraient pas à la condition évoquée? Tout process continu n'est pas éligible. Les process continus, c'est des process de fonderie, par exemple, des process de fonderie qui sont continus. Une autre question, si le fonctionnement change au fil du rythme de production, parfois 1,8, parfois 2,8, parfois 3,8, quel est le rythme applicable dans ce cas? Sur quelle durée doit-on prouver une stabilité du rythme? Sur ce point-là, j'aurais envie de dire, à titre conservateur, valoriser la fiche sur 1,8. Parce que si lors d'un contrôle, vous êtes en 1,8 et que vous avez valorisé en 3,8, eh bien, c'est risque de sanction. On a une question sur le coût moyen des équipements pour la fiche air comprimé. Est-ce que tu as une notion de coût moyen d'équipement ou pas? Je peux vous donner le coût moyen qui a été retenu pour le calcul du taux de couverture. Bon, on pourra le mettre dans les réponses. Après, je vous invite à aller sur la fiche explicative, la fiche de calcul surtout, excusez-moi, la fiche de calcul qui est en ligne sur le site de la T2E. Et là, vous aurez le détail des taux de couverture. Et lorsqu'on calcule un taux de couverture, on prend en compte le coût d'installation de l'équipement. Hein, il y a le coût d'équipement plus le coût d'installation de l'équipement. Et on prend en compte le montant de la prime. Et cela nous permet de calculer le taux de couverture de l'opération. Si je peux me permettre, on va revenir sur la fiche valorisation de chaleur fatale, la 1.137 par des packs. On a quelques questions auxquelles on n'a pas répondu. La condition de température pour la bonification x2 pour l'induit 137, est-ce que c'est une valeur moyenne ou en continu toute l'année, Jean-Baptiste? Est-ce que tu as la réponse sur ce point-là? Sur la température pour la bonification x2, est-ce que c'est une température moyenne ou une température en continu sur toute l'année? Je pense, enfin de mémoire, c'est une température moyenne. D'accord. Alors, il y a une autre question sur les packs. Quelles sont les conditions de la bonification? Alors, j'ai en dehors des packs, c'est toutes les installations. J'avoue que je comprends ouais, je comprends pas complètement la question. Et je propose qu'on poursuive. Pour répondre à la question d'un prix moyen de l'installation de mise en veille de machines utilisant de l'air comprimé, c'est 3 000 €.
moyenne, en tout cas, c'est les montants qui ont été utilisés pour les calculs des taux de couverture. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Jean-Baptiste. Je propose qu'on passe à la suite et qu'on aille assez rapidement. Oui. Là, Jean-Baptiste va vous donner une vision de ce qui est prévu en termes de révision de fiches. Voilà, mais donc ça va être assez rapide. Oui, rapidement, parce que Voilà. c'est vrai que j'ai un petit peu détaillé, mais c'est important parce que c'est des fiches qui sont intéressantes et nouvelles. Donc, le programme de travail, on est en train de réviser les fiches moteurs. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais le principe, ça sera de créer une fiche moteur performant indépendant des différentes technologies. Il y avait jusqu'à maintenant 2 fiches, une pour les moteurs synchrones, une pour les moteurs asynchrones. On va s'affranchir de cette distinction et les fiches de variateurs de vitesse et de régulation sont aussi en révision en parallèle. Slide suivant, si tu veux bien. On va réviser la fiche presse à injecter, tout électrique ou hybride. C'est une fiche ancienne qui ne permettait pas de générer des montants importants d'opérations. Donc, on va la réviser et l'objectif, c'est de la réviser pour la mi-année. Slide suivant. Autre fiche importante qui est en cours de révision, elle avait donné lieu à un certain nombre de dérives. Donc c'est l'INDUT 117, c'est de la récupération de chaleur justement sur un groupe de production de froid. Et puis une fiche luminaire avec d'autres fiches d'ailleurs sur les autres secteurs de luminaires qui sont en cours de révision. Donc c'est l'INDBA 116, c'est les luminaires intérieurs à module LED. Pareil, c'était une fiche relativement ancienne avec des technologies qui ont évolué. Donc on va la revoir et on vise l'arrêté de juillet 2025 aussi. L'Inde BA 110, donc c'est une fiche ancienne qui sera révisée avec pareil des remontées de cas de dérive sur l'application de cette fiche. Donc on va l'arrêter avec un prisme, on va la réviser pardon avec un prisme contrôle et vérification, en tout cas limite des dérives qui ont pu être constatées. Et enfin, la révision de l'INDUT 125, qui est la fiche traitement d'eau performant. C'est une fiche ancienne, il y a des nouvelles technologies qui sont sur le marché. Donc, on va la réviser et on vise l'arrêté de juillet 2025 là aussi. Voilà, je crois que c'est tout pour le programme de travail. C'est un programme assez chargé. On espère avoir un arrêté de mi-année qui publiera des fiches révisées et intéressantes à appliquer. Bien, mais merci beaucoup Jean-Baptiste. Je propose que Solène prenne la parole pour nous partager des éléments sur les bâtiments tertiaires dans le secteur de l'industrie. Donc, bonjour à toutes et à tous. Ma présentation aujourd'hui sur le tertiaire est assez connexe à l'industrie, mais je dirais que c'est plus une présentation de méthodologie, de comment est-ce qu'on travaille au club C2E pour toujours être au niveau des réglementations. Donc, comme vous le savez, pour les bâtiments qui ont un usage tertiaire, les bâtiments tertiaires de manière générale, il y a des réglementations à la fois françaises et européennes qui sont assez exigeantes en termes de transition énergétique, en termes d'efficacité énergétique également. Donc, on parle du dispositif éco-énergie tertiaire, aussi appelé décret tertiaire, et du décret BACS, donc sur le contrôle et l'automatisation des bâtiments, donc sur la mise en place de systèmes de régulation dans les bâtiments tertiaires. Et ces réglementations, elles découlent de directives européennes, qui sont les directives efficacité énergétique, les directives efficacité du bâtiment et les directives éco-conception européennes.
Pour nous, au Club C2E, c'est important de se tenir au courant de ces réglementations parce que dans les C2E, on suit une règle qui s'appelle l'additionnalité, qui indique que toutes les économies d'énergie qui sont déjà réglementaires ne peuvent pas être valorisées par des fiches C2E. Sur la slide suivante, vous voyez un calendrier de mise en œuvre du décret BACS et je vais vous expliquer point par point en quoi ça nous est utile. Donc, comme je l'ai dit plus tôt, le décret BACS il concerne des systèmes de contrôle et d'automatisation dans les bâtiments. Donc, on parle des robinets thermostatiques, des systèmes de gestion technique du bâtiment, des programmateurs d'intermittence. Et en lisant le décret et en regardant le calendrier d'application, on se rend compte que à partir du 1er janvier 2025, tous les bâtiments dont le système CVC est supérieur à égal à 290 kW doivent être équipés d'un système réglementaire selon le décret BACS. Et c'est pareil en 2027 pour les systèmes, pour les bâtiments dont le système de CVC est supérieur à 70 kW. Et un système de CVC réglementaire selon le décret BACS. Nous, on a consulté les experts et on estime que ça correspond à la mise en place d'une régulation de C, par exemple une régulation décentralisée par robinet thermostatique dans les bâtiments qui ont du chauffage hydraulique. Donc voilà pour le point réglementaire. Je voulais vous donner aussi un petit aperçu un petit aperçu de qu'est-ce qui est valorisé dans le tertiaire en termes de C2E par rapport aux consommations énergétiques dans tous les secteurs. Donc, ce que vous voyez à l'écran, premier graphe, c'est la répartition des consommations énergétiques par secteur. Et au deuxième graphe, la part des C2E délivrés par secteur sur la période 4. Donc, on se rend compte que finalement, le tertiaire va représenter 17% contre 32% de consommation d'énergie. Donc, on se rend bien compte que les C2E sont sous-valorisés compte tenu des consommations, d'autant plus que si on passe à la slide suivante, on voit que les fiches dans le tertiaire, en fait, le catalogue tertiaire et le catalogue bâtiment résidentiel sont pratiquement à parité. La plupart des fiches qui existent dans le catalogue tertiaire existent dans le résidentiel et inversement. Il y a une 60aine de fiches dans les deux secteurs et que dans le tertiaire, on couvre quand même un spectre assez large d'usage, enfin de sous-secteurs et de destination du bâtiment, que ce soit bureau, enseignement, commerce, restauration. Mais pour les industriels, tous vos locaux qui ont un usage final bureau sont bien à sectoriser dans le tertiaire. Et donc, vous avez une visibilité à l'écran des fiches qui sont principalement utilisées pour la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires. Sur la slide suivante, je vais passer rapidement, mais vous avez une vision globale de à quoi ressemble le catalogue tertiaire des C2E à ce jour. Donc, vous pouvez retrouver ce catalogue sur le site de la T2E, de l'ADEME et aussi de la DGEC du ministère. Et le catalogue est segmenté en 4 parties. Les fiches enveloppes qui concernent donc l'enveloppe du bâtiment, l'isolation, les fenêtres, les fiches services qui concernent soit la maintenance, soit la mise en place de contrats de performance énergétique. Les fiches équipements qui concernent directement le process du bâtiment tertiaire, donc la mise en place de moteurs, ou aussi les luminaires ou les systèmes hydroéconomes, qui sont des équipements qui visent la réduction des consommations énergétiques dans les bâtiments tertiaires. Et enfin, les fiches thermiques, donc c'est la mise en place de systèmes de gestion thermique. Donc là, on retrouvera à la fois les équipements de chauffage, mais aussi les équipements de ventilation, et aussi tout ce qui est lié à la régulation, au contrôle du bâtiment. Donc la fiche gestion technique du bâtiment, les robinets thermostatiques, la programmation d'intermittence. Sur ce catalogue tertiaire, je vais vous donner une visibilité également sur ce que je souhaite faire en 2025. Donc, il y a 3 fiches qui sont liées au décret BACS que j'ai présenté plus tôt.
et qui, a priori, seront réglementaires au 1er janvier 2027. Donc, en 2025, mon travail, c'est d'informer les acteurs de cette évolution réglementaire et de préparer le terrain pour possiblement que cette fiche soit abrogée au 1er janvier 2027. À côté de ça, j'ai 2 groupements de révision. Donc, le premier concerne la mise en place de systèmes hydroéconomes, donc de robinetteries sanitaires qui font des économies d'eau. Cette fiche, c'est une fiche qui est très utilisée, qui est très attendue. Et l'idée de cette révision, c'est de mettre à niveau les exigences de la fiche par rapport aux nouvelles technologies existantes et aussi de sécuriser les labels éligibles pour les équipements et les forfaits. Finalement, mon dernier point pour 2025, et c'est l'un de mes plus gros chantiers, ça va être réviser toutes les fiches qui existent en industrie, en tertiaire et en agriculture sur l'amélioration d'un groupe froid. Donc, dans cette fiche, je pense à la mise en place d'un condenseur haute efficacité, je pense à la mise en place de régulation haute pression, basse pression flottante pour les groupes froids, et aussi aux fiches free cooling. Donc, on a été questionné sur les puissances à déclarer et on souhaite aussi harmoniser les conditions de délivrance, notamment sur les études de dimensionnement qui sont demandées. Donc, par exemple, aujourd'hui, pour les fiches froid, une étude de dimensionnement est demandée pour le tertiaire, mais elle ne l'est pas pour l'industrie. Donc, c'est un point que je souhaite harmoniser en 2025. Enfin, pour finir sur le programme 2025, je vais vous mettre en visibilité la création d'une fiche Rénov Global tertiaire. Donc, à la demande de la DGEC, appuyée par d'autres ministères. Et c'est aussi une fiche qui est ressortie de l'étude C2E tertiaire qui a été menée par l'AT2E et l'ADEME en 2023. Donc, là-dessus, on a une ébauche. Ce ne serait pas une fiche à proprement parler, mais plus une bonification qui serait associée. Et on a un groupe de travail en cours. Donc, je vous invite à suivre les travaux de l'AT2E sur ce sujet-là dans les webinaires sectoriels, donc tous les 4 mois, où je donnerai un peu plus d'informations sur quels sont les avancements du groupe de travail sur ce sujet. Je vois qu'il y a des questions. Est-ce que j'ai le temps de les prendre en… Oui, je viens de répondre à une sur la révision des fiches menuiserie, de la fiche menuiserie. Je me suis occupée de la révision de cette fiche à mon arrivée en 2023, donc non, il n'est pas prévu de procéder à une nouvelle révision. Et puis peut-être, Solène, quels sont les autres ministères qui appuient la révision de la fiche Rénov Global dans le tertiaire? Il s'agit notamment de la DHUP ou de la DGE. Donc voilà. Donc il y a pas mal d'injonctions ministérielles en ce moment dans le dispositif des C2E, sachant qu'il ne vous aura pas échappé que la DGEC, pour ce qui relève du dispositif des C2E, est raccrochée à Bercy maintenant. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer la parole à Marine. Merci beaucoup, Solène, pour ce panorama. Marine, on va te laisser la parole pour nous parler des fiches dans le transport. Vous, industriels, quelles sont les fiches qui pourraient vous intéresser dans le cadre de votre activité? Et puis, je vois qu'il y a quelques questions sur l'industrie. Je vais laisser Jean-Baptiste y répondre en ligne. Bonjour à tous. Donc, pour faire un petit point d'actualité sur le transport, pour l'arrêté du 31/12/2025, on a effectué 4 révisions sur la TRAEQ 114, la TRAEQ 117, qui concerne les achats de véhicules et les locations de véhicules légers et utilitaires légers pour les particuliers et les personnes morales. On a aussi effectué une révision sur la TRAEQ 128, donc achat de location, autocar ou autobus, et la TRASE 116, qui est le fret ferroviaire. Je vais revenir un peu après en détail. Merci. Ah oui, parfait, merci. Dans les nouveautés, la création de la TRAEQ 129, qui est l'achat ou location de véhicules lourds électriques neufs
de transport des marchandises ou opération de rétrofit sur ces véhicules lourds. Il y a aussi la TRAEQ 130, donc achat ou location d'un quadricycle électrique léger. La TRAEQ 131 qui est les vélos cargo, neufs ou reconditionnés. La TRAEQ 132 qui est un appareil de mesure, d'analyse et d'optimisation de la consommation pour les navires de pêche. Et la TRAES 117 qui est une fiche homologue à la TRAES 116, mais aussi sur le fret fluvial. En début de réunion, Elisabeth et Jean-Baptiste, vous avez parlé du changement de méthodologie pour les fiches. Ça arrive aussi dans le transport. Donc, au programme de 2025, on va réviser la TRAEQ 108, les wagons d'autoroute ferroviaire. La TRAES 116, on l'a mise au programme, mais c'est pas encore sûr. On va également réviser la TRAEQ 126, 127 et 124 pour les branchements électriques des navires de bateaux. Dans le programme de travail pour 2025, mais cette fois-ci son rapport avec le changement méthodologique, on va réviser les TRAEQ 101, 103 et 104. Pour la plupart, c'est des fiches qui sont assez utilisées, mais dont la situation de référence a évolué. Alors ça, c'est une mise en lumière parce que ça peut être des fiches qui vous intéressent. On est en train de travailler sur la création de fiches de véhicules off-road. Donc, on en est au tout début. Peut-être préciser ce qu'on entend par véhicule off-road. Engin de chantier, tout ce qui ne va pas sur la route finalement. C'est ça. Merci Marine. Donc, effectivement, pour vous, industriels, ayez en tête qu'il y a des fiches transport qui peuvent adresser soit vos employés, soit votre activité de transport de marchandises. Donc, faut les avoir aussi en perspective. Alors, il y a une question sur la TRAEQ 128, Marine. Autobus électrique, il est demandé que la preuve de réalisation comporte des informations impossibles à intégrer par les fournisseurs de véhicules dans leur facture. Nombre d'habitants de l'agglomération, catégorie standard, grande capacité ou encore numéro d'immatriculation. Une annexe à la facture ou contrat de location reprenant ces éléments spécifiques est-elle admise? Je prends votre question et puis je reviendrai vers vous pour vous confirmer ce point-là. Sur le papier, ça me semble possible, mais je vous confirmerai ça. Voilà. Moi, j'aimerais bien, les amis, qu'on revienne un petit peu sur la slide qui reprenait 114, 117, 128, 116. Parce que c'est passé un petit peu vite et ça concerne quand même beaucoup d'industriels. Est-ce que c'est possible, ma chère Marine, c'est ça? De oui, revenir, que tu nous redises un petit peu, parce que tu as été rapide alors que tu vois, on est dans les temps de la présentation. Donc, je ne voudrais pas tu vois qu'on ait oublié des choses importantes, surtout que ça rentre en vigueur au 1er janvier 2025, d'accord? Oui, tout à fait. Alors, pour la TRAEQ 114 et 117, ce qui change, c'est qu'on ne parle plus de remplacement de véhicules, mais bien d'achat ou location. D'accord. Qu'est-ce qui a changé d'autre sur ces fiches-là? Alors, la méthodologie de calcul, elle a été révisée en EFI pour ces deux fiches. Alors, EFI, pendant que Marine réfléchit, c'est énergie finale intégrale. Jean-Baptiste en a parlé brièvement. Oui, on a compris ça. Voilà. On s'affranchit du coefficient d'énergie primaire. Alors, je peux peut-être prendre des questions. Que vous dire de plus? Les autres fiches, la TRAEQ 117, qu'est-ce qu'on a fait évoluer? C'est une création. À peu près la même chose que pour la TRAEQ 114. On ne parle plus de remplacement. Qu'est-ce qu'on a fait évoluer? Les conditions de délivrance qui sont un peu plus simples. D'accord. Il y a la TRAEQ 128, achat ou location d'autocars et autobus. Ah si, sur ces deux fiches, pardon, c'est en plus une information intéressante, c'est que pour ces deux fiches, les VUL, donc véhicules utilitaires légers,
sont bonifiés par 4. Oui. Oh, mais ça c'est une bonne nouvelle, ça. Tu parles de la fiche 128, Marine? Non, de la 114 et de la 117. Voilà. Redis-nous ça bien proprement. Tu vois, ça c'est une super nouvelle qui risque d'intéresser pas mal d'entreprises qui sont présentes aujourd'hui. Multiplié par 4, mais c'est un super cadeau de Noël, ça. Pour les fiches TRAEQ 114 et 117, bonification par 4 des VUL, véhicules utilitaires légers. Dis-moi, de tête, peut-être le sais-tu, c'est quel texte qu'il faut qu'on aille chercher pour retrouver tout ça? C'est l'arrêté du 31 décembre 2025. Merci 2024. beaucoup, Marie. 2024, oui. C'est le 31 décembre 2024. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Marine, d'être venue sur ces sujets. Il y a des questions? Alors, il y a une question, ces fiches sont bonifiées jusqu'en 2026. Alors, il n'y a pas de date de fin pour le moment, mais la DGEC se laisse le droit de réévaluer la bonification à tout moment. Effectivement, vous pourrez noter que dans les textes, ils mettent plus de date de fin pour les bonifications, mais ça peut vite être modifié par un arrêté intermédiaire qui fait évoluer le niveau, voire l'arrêt de la bonification. Il y a une autre question, cela concerne les fiches électriques, pas de biogaz ou de biocarburant ou autre. Voilà, effectivement, ça ne concerne que les véhicules électriques. La situation de référence a été prise sur des véhicules utilisant du carburant et la situation cible a été est celle de véhicules électriques. On précise qu'il y a également une bonification sur la TRAEQ 129. Oui. Effectivement. La TRAEQ 129. C'est les poids lourds. Les poids lourds, je vous invite à consulter l'arrêté puisque c'est par catégorie. Les bonifications ne sont pas les mêmes. On va retrouver une bonification du x3 au x5 selon la catégorie. Voilà, donc sur les poids lourds, effectivement, la bonification est assez complexe, donc il faut vraiment se raccrocher au texte. Et le x5, c'est le plafond de bonification. Donc les bonifications vont d'une valeur inférieure à 1 jusqu'à une valeur max de 5. Ah, on a une nouvelle question sur la rénovation globale dans le tertiaire. Pouvez-vous préciser ce qui est dans les tuyaux? Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, à la demande des ministères, d'un certain nombre de ministères, des HUP, des DGE, etc., un groupe de travail a été engagé pour proposer une rénovation globale. Alors, ce ne sera pas une fiche, mais ce sera plutôt plusieurs fiches qui seront bonifiées. Par exemple, on pourra avoir, si on a 2 ou 3 fiches isolation, plus une fiche système, on pourrait avoir des bonifications en fonction du type du fichier isolation et du type de fiche système. Donc là, tout est à construire et à la question à quelle échéance, nous n'avons aucune visibilité sur le sujet pour plusieurs raisons. Tout dépendra de la mobilisation des acteurs qui contribuent à ce groupe de travail. Tout dépendra de la capacité du système d'information du teneur de registre à s'adapter à cette nouvelle approche. Donc, difficile pour nous de vous donner de la visibilité sur la solution, sur ce projet de rénovation globale dans le tertiaire. Comme a été défini, ces bonifications complexes poids lourds, pourquoi un tel jonglage x3, x4, x5? Marine, est-ce que tu as une réponse sur le jeu d'équilibriste qui a été fait par les ministères sur ce point-là? Alors là-dessus, pas de réponse certaine. Je me suis moi-même posé la question et on m'a répondu que c'était à la maille de la DGEC. Voilà. Sachez que il y a un certain nombre de points qui échappent au club C2E et pour lesquels on n'a pas forcément d'explication. Et là, comme l'a dit Marine, on s'est posé des questions, mais on a posé aussi des questions, mais on n'a pas forcément eu de réponse. Il y a une question que je ne comprends pas. Numéro de la fiche, véhicule poids lourd électrique.
c'est la TRA EQ 129, si c'est bien ça. Donc, TRA EQ 129. Voilà, ben, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de donner la parole à Olga sur les opérations spécifiques. Pas de souci. Bonjour à tous. Donc je voulais faire un petit point sur les opérations spécifiques. Pour rappel, pour les personnes qui ne connaîtraient pas forcément très bien ce que c'est, donc il y a 3 options pour bénéficier des C2E. Donc soit des opérations standardisées, donc tout ce qu'on vient de voir jusqu'à présent, ça concernait des opérations standardisées, c'est 90% du volume des C2E. Soit le montage d'une opération spécifique. Donc c'est un dossier sur mesure, donc ça c'est à peu près 2% donc, sur la 5e période, et la 3e option donc, qui est les solutions des programmes, donc j'ai deux entre parenthèses, donc FIBAT ou OSCAR. Donc pourquoi est-ce qu'on fait une opération spécifique? Donc c'est tout ce qui ne correspond pas aux fiches d'opération standardisées. Par exemple, un gros volume, c'était sur la 1 du T139 où la limite était fixée à 16 gigawattheures de chaleur valorisée par an. Donc au-dessus, il faut passer par une opération spécifique. Des sites qui, PNAQ, donc soumis à des quotas carbone, voilà, ou sur des opérations qui sont très dépendantes de l'environnement industriel, donc pour lesquelles il n'existe pas forcément de fiches d'opération standardisées. Et comment est-ce qu'on monte un dossier d'opération spécifique? Donc, il faut justifier des économies d'énergie réalisées. Il y a une campagne de mesure donc, à la fin de la réalisation de l'opération. En particulier, donc, cette campagne de mesure, elle est obligatoire pour les sites soumis à quota carbone. Elle est fortement conseillée pour les autres. Et il faut que le temps de retour sur investissement soit supérieur à 3 ans. Sinon, on considère que le rôle actif et incitatif des C2E n'est pas rempli. Je vous ai remis le lien vers le guide des opérations spécifiques de l'ADEME qui recense toute la trame d'un dossier d'opération spécifique, qui rappelle également où est-ce qu'il faut l'envoyer, à qui, sous quel format, et tous les points clés et les points d'attention pour la construction d'un dossier d'opération spécifique. Donc moi, je suis arrivée début janvier 2024 pour prendre reprendre donc le sujet de coopération spécifique et réseau et services. Et une de mes grandes activités de 2024, ça a été de se structurer avec la DGEC, l'ADEME, sur qui fait quoi. Donc mes interlocuteurs côté gouvernement, donc c'est le PNC2E qui a instruit les dossiers, délivre les C2E et effectue les contrôles, y compris sur les opérations spécifiques. Et c'est le 5CD, donc qui définit les textes législatifs et réglementaires encadrant le dispositif des C2E. Il y a également l'ADEME, donc qui est l'expert technique. Donc dès que la DGEC les sollicite, ils viennent regarder l'instruction d'un dossier et mettre un avis. Et en tant que club C2E, donc c'est le traitement des questions des acteurs en se rapportant à la méthodologie ou à des points d'incompréhension vis-à-vis des textes de loi. La sélection des questions les plus à même de faciliter la compréhension du dispositif. Je vous montrerai dans les objectifs après, mais voilà. Et il y avait un petit point sur la fiche synthétique. Donc, actuellement, donc, le PNC2E est en train de rattraper un gros stock de dossiers qui s'était accumulé en 2023. Donc, on n'est pas sur des conditions optimum opérationnelles. Ils se sont gréés, il y a une équipe qui augmente, mais ça prend du temps. Donc, pour le moment, il n'y a pas beaucoup de bandes passantes pour autre chose que le traitement des dossiers. Donc, un des gros points qui avait été remonté par les acteurs, c'était la volonté d'avoir un préavis et sur la faisabilité ou les montants engagés dans les dossiers. Pour le moment, le PNC2E ne peut pas se prononcer là-dessus. Et moi, en tant que AT2E, je peux regarder la fiche synthétique, mais ça ne sera pas engageant non plus et ça sera plus sur des points de méthodologie que je pourrais vous répondre et vous orienter. Et il y a une petite vidéo qui est recensée un peu le qui fait quoi réalisé par la T2E, dont le lien est remis sur le. Il y a des premières questions. Il y a quelques questions. Alors, c'est opération de construction d'un nouveau four déchets avec récupération de chaleur fatale supérieure à 10 gigawatts sur un site
UIDD existant, je ne sais pas ce que veut dire UIDD existant, avec Valo sur réseau externe, est-elle bien éligible au C2E spécifique? Oui, il y a même une ligne directrice harmonisée parce que c'est probablement un site soumis à quota. C'est tout à fait éligible aux opérations spécifiques. Voilà. Peut-être UIDD pour usine d'incinération. Oui, usine d'incinération de déchets, je ne sais plus c'est quoi le… Bien joué. Dangereux. Je note. Dangereux, oui, parfait, merci. J'avais la valorisation des déchets qui a été un des gros sujets sur les opérations spécifiques. Donc, une de mes grandes ambitions de l'année 2024, qui ne s'est pas encore concrétisée, mais j'ai de très bons espoirs que ça puisse aboutir en 2025 assez rapidement, c'est de publier une FAQ sur les opérations spécifiques, parce que pour le moment, sur la FAQ du gouvernement, il n'y a pas de questions relatives aux opérations spécifiques à proprement parler. Donc, on avait repris des travaux qui avaient été lancés en 2022. Cette FAQ a été soumise au COPIL C2E. On a compilé et validé les réponses, sauf qu'on n'avait pas d'interlocuteur 5CD pendant ce temps-là, donc la FAQ n'a pas encore été publiée. Ça devrait être le cas assez rapidement. L'objectif, c'est de la mettre à jour tous les 2-3 mois et de republier quelques questions à ajouter sur cette FAQ sur le site du gouvernement pour bien que ça soit prescriptif, ouvert à tous, consultable et vraiment une référence. Et non, donc merci pour la précision. Donc les unités de valorisation ne sont pas soumises au quota carbone, quota COSB. Tu peux passer à la slide suivante. En parlant, je ne sais pas exactement si les UIDD font partie des unités de valorisation énergétique, mais quand je suis arrivée, il y avait des gros débats entre différents acteurs soutenus par la T2E, notamment d'Enelcap, le PNC2E, sur comment est-ce qu'on peut déterminer la situation de référence et des unités de valorisation énergétique et quelle situation réglementaire s'applique à quoi. Le PNC2E a sorti une fiche informative dont le lien a été publié sur le site de la T2E qui est là. Voilà, donc si vous avez des questions plus en détail là-dessus, n'hésitez pas à vous y référer. Alors, on a une question, comment valoriser une opération spécifique site ETS en construction. Et ça, j'ai pas encore de réponse. Les sites neufs, donc, c'est bien un problème qui nous a été remonté. C'est juste, j'ai pas eu de décision encore côté gouvernement. Dans l'idée, voilà, je sais bien que c'est pas évident d'avoir la certification. Déjà que c'est pas possible de l'avoir à date d'engagement du dossier, que même à date d'achèvement des opérations, c'est pas forcément évident. Le conseil d'ordre pratico-pratique qu'on donne pour le moment, c'est déposez votre dossier quand il est prêt et fournissez dans tous les cas, il y aura une demande de complément et c'est des temps de traitement qui sont assez longs et vous pourrez obtenir ajouter la certification un peu après. Donc, dans les autres points qui ont bougé en 2024, donc déjà, je vous ai remis un lien vers les lignes directrices harmonisées qui ont été publiées au bulletin. Et je ne sais pas pourquoi, alors pardon, j'ai terminé, mais j'ai bien vu la question. Donc, il y a une décision qui a été prise permettant d'allonger la durée de vie d'une opération cogénération CSR pour autoconsommation jusqu'à 30 ans sur la base d'une étude documentée et qui a été publiée donc, le 16 juillet. Bien avoir les liens pour consulter les décisions sur le bulletin officiel, c'est pas forcément évident de faire un contrôle F directement sur le bulletin officiel. Donc, c'est pour ça que j'ai précisé qu'il n'y a pas de texte consolidé pour les lignes directrices harmonisées, mais qu'il y a des publications. En fait, je ne saurais pas exactement vous dire pourquoi elle n'est pas applicable aux chaudières. Déjà, la DGEC était contre l'allongement de cette durée de vie à 30 ans, donc je pense qu'ils ont voulu limiter l'action. Dans tous les cas, on va relancer un GT sur les lignes directrices harmonisées, donc je pourrais vous en dire plus à ce moment-là. Pourquoi l'indut 121 et 131 pour les sites PNAQ ne peuvent pas bénéficier pour ces opérations des fiches C2E standardisées? C'est-à-dire ce sont des économies qui ne sont pas réalisées. En fait, vous pouvez utiliser les fiches standardisées pour monter le dossier spécifique. D'ailleurs, c'est fortement encouragé. Mais si elles sont
quota carbone, vous n'êtes pas éligible aux fiches standardisées. Et non, j'ai pas de date prévisionnelle pour la FAQ. J'espère que je pourrai vous en donner une pour le... Donc, je remets la date un peu ultérieurement, mais le prochain webinaire opération spécifique avec participation du PNC2E, du 5CD et de l'ADEME, c'est le 6 février. Et je compte bien en reparler à ce moment-là, mais j'ai pas encore de visibilité. Enfin, en fait, je n'ai pas de visibilité parce que ce n'est pas le... J'ai pas de contrôle sur cette action-là. Je vérifie juste rapidement si on est bon pour les... J'avais pas relancé sur les lignes directrices parce que j'avais pas d'interlocuteur côté 5CD, donc la FAQ n'a pas avancé, donc les lignes directrices harmonisées n'auraient pas avancé non plus, mais je compte bien les relancer là sur le début de l'année 2025. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que côté des GEC, ils viennent de recruter une personne qui va s'occuper notamment de l'industrie et de l'agriculture. Donc, Olga et Jean-Baptiste ont un interlocuteur maintenant au ministère qui pourra travailler avec nous sur les textes réglementaires. La période de référence pour les C2ESP, je pense que vous devez parler de la situation de référence. Je vous invite à vous référer au guide ADEME qui explique un peu. Et puis, si vous avez encore des questions à partir de cette indication, je pourrais éventuellement, vous pouvez envoyer une question à questionclubc2e.fr. Désolée. Elisabeth, je t'envoie le... J'ai répondu et je vais envoyer à la fin l'adresse, notre adresse mail pour que les personnes à qui nous n'avons pas répondu puissent nous interroger. On peut passer à la slide suivante. Voilà, donc là, c'était un petit rappel sur justement le GT sur les lignes directrices harmonisées, où on avait identifié donc la proposition d'une création de ligne directrice amélioration du rendement de la chaudière. C'était possible d'adapter l'Inde BA112 système de récupération de chaleur sur une tour aéro-réfrigérante en ligne directrice. Donc, je vais relancer les questions. Les conclusions qui avaient été les mêmes qu'il y a 4 ans. Pas de ligne directrice sur l'isolation des points singuliers, car la définition des modalités de mesurage est trop complexe. La suivante. Et ma feuille de route sur le S1 2025 et qui va perdurer, je pense, sur une partie du S2 2025. Donc, déjà, on a mis en place des webinaires sectoriels, donc il y en a 3 par an. En février, ça sera le 3e, donc on en a organisé un en juin, un en octobre. Donc sur ces webinaires, il y a la participation du PNC2E, du 5CD quand on a un interlocuteur, donc, mais là, il y en a un, il va participer, et de l'ADEME. Donc c'est l'occasion aussi de poser les questions en direct, même si on ne peut pas forcément répondre à tout. Je vais relancer le groupe de travail sur les lignes directrices harmonisées, ça fait partie de mes priorités très importantes. Et la FAQ, voilà, donc encore et toujours, mais je ne lâche pas l'affaire et on finira bien par la publier. Oui, alors il y a des questions. Mais il y a pas mal de questions à l'industrie, donc on va redonner la parole à Jean-Baptiste. OPSP. Je ne comprends pas très bien la question. Donc, fiche induite 138, non soumise au quota carbone, car l'électricité produite ne vient pas réduire les émissions de gaz à effet de site. J'ai l'impression qu'il s'agit de 2 choses différentes. Il y a un classement des sites, vous pouvez savoir si vous êtes un site PNAQ ou pas. Et le fait que l'électricité ne vient pas réduire les émissions de gaz à effet de serre, ça, il y a une actualité réglementaire. Mais il me semble que c'est 2 sujets différents. Je confonds peut-être parce que je ne maîtrise pas forcément très bien l'induité 138. En attendant, donc, vous pouvez voir donc, la date du prochain webinaire des opérations spécifiques, comme pour tous les webinaires sectoriels à T2E à tous, mais il est nécessaire de s'inscrire, de s'auto-inscrire sur le site de la T2E. J'ai répondu à pas mal de questions industrie en donnant les taux de couverture, en confirmant la non-cumulabilité de la fiche du T139 avec les 2 autres.
et en particulier la 137. Et alors, il y a une question que je ne comprends pas très bien, dernière, sur la fiche indutée 138 non soumise au quota carbone. Je ne sais pas si vous pouvez préciser la question. Ce qu'on fera, je vous invite, et je vais vous mettre notre adresse, l'adresse de la boîte aux lettres questions club C2E à laquelle vous pouvez nous écrire si nous n'avons pas apporté de réponse. Et surtout, ce qu'on vous invite à faire, c'est de contextualiser et d'apporter le maximum de précision pour que nous permettre de vous répondre au mieux. Quand on publiera le support, on pourra rajouter notre slide poser des questions qui remet tous les textes réglementaires sur lesquels les réponses peuvent être éventuellement, ainsi que la FAQ du gouvernement. Oui, le webinaire affiché, il est ouvert à tous. Oui. Donc, on essaie de faire tout public, mais il y a quand même pas mal de questions assez spécialistes. Dans tous les cas, à l'occasion de ce webinaire, il y a le PNC2E qui présente un point sur l'instruction des dossiers, faire un petit bilan, voir si on a réussi à réduire le stock ou pas. Je n'ai pas encore la visibilité là-dessus, mais en tout cas, vous pouvez tout à fait vous connecter. Donc, il est ouvert à tous et toutes sur le principe de l'auto-inscription. Donc, il faut aller sur le site de la T2E, dans l'onglet Club C2E. Et si vous allez dans le répertoire groupe de travail, vous voyez apparaître les modalités d'auto-inscription. Et je les ai mis en annexe de la présentation qui vous sera diffusée. Donc, j'ai mis quelques informations pour vous expliquer comment on s'auto-inscrit pour participer au webinaire sectoriel de la T2E, Club C2E. Alors, il y a la question concernant les C2E spécifiques. Est-ce que les coefficients de conversion des énergies en énergie de référence seront modifiés cette année? C'est-à-dire le passage en énergie finale intégrale. Elles vont être concernées. Sur les modalités d'application, plus d'infos le 6 février. On devrait en reparler aussi, mais je n'ai pas plus d'informations pour le moment. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Très bien, on peut passer aux diapos suivantes. S'il n'y a plus de questions sur les sujets que nous venons de traiter, je vous propose de passer à la conclusion. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on essaie de faire preuve de plus de pédagogie. Et donc, on a créé 3 films. Le premier film, c'est le rôle de la DGEC, l'ADEME et la T2E dans le cadre du dispositif des C2E. À titre indicatif, la DGEC écrit les textes, l'ADEME vient en appui technique de la DGEC et de la T2E, Club C2E, et le Club C2E, ce sont les 3 missions que je vous ai présentées tout à l'heure. Nous avons aussi créé un film sur le processus de création et de révision d'une fiche d'opération standardisée. Pour permettre aux acteurs qui veulent créer une nouvelle fiche ou dans le cadre des révisions qu'on vous a présentées tout à l'heure, avoir une vision du processus. Notamment, lors de la création d'une fiche, on doit s'assurer d'un certain nombre de critères, de la généricité de la fiche, de la solution qui nous est soumise, c'est-à-dire est-ce qu'il y a plusieurs acteurs qui proposent cette solution, de la robustesse des données, est-ce qu'on a des données qui sont robustes, représentatifs et référencés, est-ce qu'on a un gisement et des économies d'énergie. Bref, on a un certain nombre de critères qu'on doit instruire en amont de la rédaction d'une fiche d'opportunité par l'acteur qui vient nous voir. Donc, tous ces éléments-là sont décrits dans ce film-là. Et puis, le troisième film vise à expliquer les modalités de calcul du forfait d'une fiche d'opération standardisée. C'est une question qui revient de façon assez régulière. Il existe un texte qui est dans le Code de l'énergie, le R221-16, qui vise à expliquer, à définir la situation de référence, donc sur ce qui s'affiche
à votre écran, c'est la ligne en orange. Et puis, il y a la situation cible, c'est-à-dire après travaux, que ce soit une rénovation, que ce soit un changement de système. Eh bien, on explique comment on prend la situation de référence et comment on calcule les économies d'énergie qui sont ensuite multipliées par le coefficient d'actualisation, multiplié par la durée de vie actualisée. Donc, tout ça vous est expliqué en détail dans ce troisième film, et l'ensemble de ces films sont disponibles sur le site de la T2E, mais vous aurez aussi les liens hypertextes dans la présentation qu'on va vous adresser. Juste pour information, donc on vous l'a dit, nos webinaires sont ouverts à tous, adhérents, non-adhérents, et on vous met en visibilité les prochains webinaires que nous allons animer. Donc, Olga en a parlé, le 6 février à 14 h, le webinaire registre qui concerne plus les demandeurs de C2E le 11 mars. Et puis, au mois de mai, on aura toute une série de webinaires sur tous les secteurs, sachant que début janvier, enfin, la semaine dernière, nous avons fait les webinaires sur tous les secteurs qui s'affichent, réseau, transport, agriculture, industrie, bâtiment. Donc, voilà en visibilité quelques informations. Je ne sais pas si vous avez des questions, je vais regarder. Alors, on a une question pour Olga et Jean-Baptiste. Pour un site PNAQ, il faut faire une demande d'opération spécifique pour les fiches ADUT 137 et 139. Point d'interrogation. Je pense que oui. Alors, on parle souvent de site PNAQ. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est une installation qui est classée. Donc, par abus de langage, on parle du site, mais c'est l'installation qui est classée. Et dès lors qu'on fait une opération d'économie d'énergie sur l'installation qui impacte les émissions de CO2, oui, on passe par du spécifique, mais si vous faites sur une opération qui n'aura pas d'impact sur l'installation en tant que telle, par exemple, vous faites sur les bâtiments tertiaires de ce type-là une rénovation, ben là, vous ne passez pas par une opération spécifique, vous utilisez les fiches d'opération standard. Donc, il y a souvent un abus de langage, on parle de site PNAQ, mais il y a en tête que ce sont des installations. Pour le webinaire du 6 février, il est indiqué cet événement est réservé aux membres du groupe de travail opération spécifique. Merci pour redonner les modalités d'inscription. Ben, je les ai mis après la présentation, à la limite, si tu veux les passer. Donc là, c'est voilà encore. Hop, ça, c'est les contrôles. Je vous ai mis pas mal d'informations sur le sujet. Hop, dont les modalités, ah non, je n'ai pas mis les modalités d'auto-inscription, mais je vais vous les rajouter. Si vous avez un message de ce type-là, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit dans la page du club C2E. Il faut aller dans les petits carrés où il y a mentionné GT/webinaire industrie, par exemple, et il y a la mention inscrivez-vous. Et il faut cliquer sur la mention inscrivez-vous pour pouvoir vous inscrire au webinaire souhaité. Et ensuite, vous allez recevoir un mail qui vous permettra d'initialiser un mot de passe et de vous connecter au moment souhaité au webinaire. Donc, mais je rajouterai ces diapos-là dans la présentation, comme ça vous aurez le détail sur les modalités pour vous auto-inscrire. Est-ce que vous avez d'autres questions sur les différentes interventions, d'une manière générale sur le dispositif? Sinon, je redonne la parole à Paul pour… Je crois, eu pas mal de questions. Il y a peut-être encore une petite dernière encore. N'hésitez pas, on n'est pas encore à midi, vous savez. Tout à fait. Donc, si on n'a pas répondu à tout le monde, n'hésitez pas à remettre votre question en visibilité. Comme il y en a eu beaucoup, on a essayé de répondre au fil de l'eau, mais n'hésitez pas à la reposer. On essaie de
traiter dès aujourd'hui le maximum de questions. Donc, à la limite, tu peux peut-être passer les diapos suivantes, comme ça, ça va laisser venir. Je vais les commencer. Oui, bonne idée. Pardon, il me semble qu'il y avait une question aussi sur le nombre d'entreprises qui ont déjà bénéficié des nouvelles fiches depuis le 1er janvier. Je ne sais pas si tu as une visibilité, Elisabeth. Non, j'ai répondu, on n'a pas, c'est trop tôt. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, il faut que le 1er janvier, c'est il y a un mois, il faut que les acteurs s'approprient la fiche. Il faut ensuite, vous l'avez noté, il y a une étude de dimensionnement. Donc, il faut faire l'étude de dimensionnement. Après, une fois que l'étude il y a tout le processus. Donc, il faut faire l'installation. Donc, ça prend du temps. Donc, non, on n'a pas de visibilité sur l'utilisation de cette fiche. Je pense qu'on en aura à la fin de l'année, quoi. Mais avant, c'est difficile. Dans 6 bons mois au moins, ouais. Merci beaucoup. Au moins, ouais. Parce que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que donc faut que les travaux soient terminés, il faut que la facture soit éditée, que tout soit payé. Et après, le demandeur de C2E, donc ce sont des fiches soumises à contrôle. 100% des opérations seront contrôlées. Donc, il faut que le demandeur de C2E envoie un bureau de contrôle sur place. Donc, ça va encore demander du temps. Faut que le rapport de contrôle remonte favorable. Et l'ensemble de ces opérations seront intégrées dans un dossier de demande de C2E qui devra avoir une taille minimum. Et donc, le demandeur de C2E fera sa demande dès lors qu'il aura constitué son dossier, envoyé au registre. Après, il faut que le PNC2E instruise le dossier. Donc, c'est largement en 2026 qu'on verra les premières affaires remonter. En industrie, on parle de durée moyenne jusqu'à l'instruction du dossier, enfin la finalisation du dossier, de 12 à 18 mois. Oui, tout à fait. Ah oui. J'ai une question. Pouvez-vous instaurer un coffrac obligatoire en urgence pour la HANBAT 106? Je suis intéressée pour que vous me contactiez, Jonathan, sur le sujet. Parce qu'effectivement, le ministère nous a demandé d'instruire la fiche et avec Jean-Baptiste, on va s'y mettre là. Donc, je vais vous laisser mes coordonnées personnelles si vous ne les avez pas. Et je serais vraiment intéressée pour que nous ayons un échange sur cette fiche et pour que vous m'expliquiez ce qui motive votre T2E.fr, votre souhait d'instaurer un coffrac pour qu'on puisse effectivement faire des propositions à la DGEC. Je l'ai dit en introduction, hein, on est amené à faire des retours d'expérience et de les soumettre à la DGEC. Et typiquement, lorsque des dérives sont observées, on essaie de constituer des dossiers et de les soumettre à la DGEC pour qu'elle accepte une révision sur la base de faits, sur la base de justificatifs. Donc, je serais vraiment intéressée pour qu'on ait un échange sur vos motivations. Elisabeth, je voyais aussi une question. Pardon, j'ai un Larsen. J'ai une question par rapport à des plus petits investissements. Est-ce que vous prenez en compte dans les nouvelles fiches que vous révisez ou que vous créez des plus petites puissances? Par exemple, pour les compresseurs, il y a une personne qui posait la question pour les compresseurs de moins de 10 kW qui sont plus adaptés à l'artisanat. Alors, on est dans l'industrie, on est d'accord, c'est des fichiers de industrie, mais est-ce que c'est quelque chose que vous intégrez petit à petit? En fait, lorsqu'on crée ou qu'on révise une fiche, tout dépend des acteurs qui sont autour de la table. Vous le savez certainement, aujourd'hui, lorsqu'on constitue nos groupes de travail, on fait appel à des acteurs qui ont soit une expertise sur l'opération concernée, soit une expertise plus largement dans le domaine concerné, soit des données, soit des acteurs qui ont des données. Et donc, si des acteurs qui ont une expertise ou des données sur des plus petites installations, bien sûr qu'on intégrera ces éléments dans nos fiches d'opération standardisées. Donc, si à date,
certaines fiches n'adressent pas l'artisanat, c'est que côté AT2E, on n'a pas eu de données qui nous permettent d'adresser des installations moins puissantes. Merci beaucoup. Je vois, pouvez-vous préciser les dates de changement, création des fiches d'opération 1.102, 132 et la future fosse réno globale tertiaire. Alors, sur la future fosse rénovation globale tertiaire bonifiée. Donc, je le répète, il ne s'agira pas d'une fiche d'opération standardisée. Il s'agira plutôt d'un regroupement de fiches existantes qui pourraient être plus ou moins bonifiées en fonction de la fiche. Donc, on n'est pas sur une fiche rénovation globale tertiaire, on est sur une approche un peu en rupture de regroupement de fiches. Et c'est aussi pour ça que j'ai précisé qu'il fallait que la DGEC s'assure que le système d'information du teneur du registre soit en capacité d'accepter des regroupements de fiches, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, c'est un point qui est en cours d'instruction par le ministère. Alors, les changements / création des fiches INDUT 102, INDUT 132. Alors, j'avoue, je connais bien le catalogue, mais j'ai pas en tête ces changements-là. L'INDUT 102, j'avoue, je sais pas ce que c'est, donc j'ai pas encore eu l'occasion de travailler, mais je vais regarder. Isolation des combles. INDUT 102. C'est Inde. Non, pardon. INDUT 102. Non, c'est le. Ah non, mais c'est le. Non, mais bien sûr, c'est le variation de vitesse. Tout à fait. Je pensais que c'était Inde 102. Je te laisse répondre. Oui, donc comme je disais, c'est les fiches moteurs et VEV sont en révision de manière parallèle, et donc l'année pour une révision de ces fiches, sachant que les travaux avancent plutôt bien. Donc effectivement, voilà, mais elles seront révisées tout en même temps. C'est ça. Donc toutes les fiches moteurs VEV dédiées à l'industrie sont révisées simultanément. Donc on souhaiterait que ce soit publié à l'arrêté de mi-année. Ayez en tête que ces fiches-là existent dans l'agriculture, elles existent aussi dans le tertiaire, et on enchaînera les révisions dans un second temps pour l'arrêté de fin année 2025. Donc je pense que c'est la fiche, c'est la 1UT 102 et la 1UT 136 que vous visez. Voilà, 132, 136, c'est la régulation. Alors, on a une question. Va-t-il y avoir une fiche pour le nettoyage des fumées par barbotage? Nous sommes ouverts à toute proposition de création de fiches. Et donc, si vous êtes motivé pour porter cette fiche, n'hésitez pas à m'écrire et on vous enverra la fiche d'opportunité qui est à renseigner pour créer une fiche. Cette fiche opportunité vise à notamment décrire la solution, à faire un premier calcul des économies d'énergie et un premier calcul des gisements et des taux de couverture, et elle est validée par l'ADEME. Et si l'ADEME valide la solution, ensuite ça fait l'objet de la création d'une fiche d'opération standardisée et la constitution d'un groupe de travail. Alors, je vois qu'il y a encore quelques questions. Pour revenir sur l'INDUT 137, sommes-nous bien d'accord qu'il n'est pas possible de valoriser une partie de la chaleur fatale avec cette fiche et une autre partie avec la INDUT 117? Non, c'est pas cumulable. Oui, je vous confirme que ce n'est pas cumulable. Et on l'a écrit dans la fiche ou pas? C'est dans le corps de la fiche. Dans le corps voilà, et effectivement. Et réciproquement. Voilà. Donc, ça apparaît bien de façon explicite dans la fiche INDUT 137. Dans le paragraphe 2. Voilà, dans le deuxième paragraphe, la présente fiche n'est pas cumulable avec la INDBA 112, INDUT 103, INDUT 117, INDUT 118, INDUT 137, INDUT 138. Donc, si vous lisez bien la fiche, vous avez ces informations-là. Et d'ailleurs, à ce titre,
dans la diapo qui s'affiche à votre écran, avant de nous poser des questions, on vous invite à consulter les textes. Et donc, on vous a mis les liens hypertextes vers les textes du dispositif des C2E et en faisant CTRL F et cherchant quelques mots-clés, la référence de la fiche par exemple, eh bien, vous aurez souvent les réponses à vos questions. Et typiquement pour la fiche Induct 137, il est bien listé des fiches avec lesquelles il n'est pas possible de cumuler. Alors, y a-t-il un projet de fiche BAT ou BAR pour l'isolation des sous-bassements? À ma connaissance, non. Donc là aussi, si vous avez des données, si vous êtes motivé pour porter, on peut vous envoyer la fiche d'opportunité. Alors, là, il y a une question assez longue. J'ai déjà posé la question directement au Club C2E il y a quelques mois. Et j'en précise de ce webinaire. Pour savoir si le sujet est en cours de traitement, cela concerne l'éclaircissement. Quelle opération? Ouais, j'arrive pas à voir. L'éclaircissement sur l'éligibilité des fiches C2E pour le tertiaire dès lors qu'il y a un changement. Ah oui, alors le changement de destination, à savoir lorsqu'on fait passer un bâtiment tertiaire en bâtiment résidentiel, est-ce que c'est éligible au dispositif? Eh bien non, on a posé la question à la DGEC et la réponse est claire, c'est que ce n'est pas éligible. Alors vous me direz pourquoi? Eh bien, les fiches C2E, vous le savez certainement, lorsqu'on calcule le forfait, on s'adosse à une situation de référence. Et donc, par exemple, dans le résidentiel, quand on a calculé le forfait pour l'isolation, on a utilisé une situation de référence relative au parc des logements résidentiels et pour calculer ce forfait-là. Lorsque vous partez d'un bâtiment tertiaire à un bâtiment résidentiel, eh bien, la situation de référence n'est pas du tout la même. Et donc, la DGEC nous a clairement dit que ce n'était pas éligible. Donc, le changement de destination, comme on appelle ça dans notre jargon, même si le bâtiment a plus de 2 ans, eh bien non, ça ne marche pas. Et j'ai BAT résidentiel donc transformé en BAT tertiaire. On est dans la même situation, on n'a pas la même situation de référence, donc ce n'est pas éligible dans un sens ni dans l'autre. Je vois une question sur la récupération de chaleur dans les steppes. En fait, les stations d'épuration, les effluents de stations d'épuration ne sont pas exclus explicitement de la fiche. Ils peuvent être exclus avec la limite de température que je vous disais, à savoir les 25 degrés. Donc, il faut que les effluents liquides aient une température supérieure à 25 degrés. Et en process de la steppe où la récupération se ferait, ça peut exclure le cas. Là, une autre question sur une fiche pour le passage en LED des éclairages de rue privée. Est-ce que tu veux répondre, Jean-Baptiste, sur celle-là? RES EC 104 a été révisé et publié cet été. Donc les conditions d'éligibilité ont été revues. Alors là, je suis pas sûr de comprendre la question. En tout cas, donc les opérations qui sont éligibles sont précisément spécifiées dans la fiche. Donc, zone extérieure, non couverte, publique ou privée. Et il y a un certain nombre de sites qui sont explicitement exclus, comme les terrains de sport, par exemple.
Donc, effectivement, là, je vous invite aussi à voir le détail de ce qui est mentionné dans la fiche RES EC 104. On a essayé d'être le plus précis possible sur les conditions de délivrance. Et pour ceux qui connaissaient la version précédente, il y avait un petit etc. Qui a généré beaucoup de dérives sur cette fiche-là. Et là, ça a été précisé. Alors, on revient sur le changement de destination, est bien formel et reconfirmé de la part de la DGEC. Ce n'était pas encore le cas, il y a encore très récemment. Effectivement, ça a été confirmé. On aimerait bien que la DGEC publie une FAQ sur son site, mais elle tarde un peu à le faire. Dans tous les cas, la réponse que je viens de vous donner a été validée avec eux et on en est là aujourd'hui. Et je vois une question sur le taux de couverture de la fiche Indut 140. Je n'avais pas répondu tout à l'heure à cette question parce que dans la fiche, on a une plage très large de taux de. Mais je vais vous donner, je vais vous mettre par écrit la moyenne, ou en tout cas les chiffres médians des couvertures, parce que les situations sont tellement différentes. On a pris dans le calcul du taux de couverture, on a intégré aussi les cas extrêmes. Donc ça peut aller, mais c'est pour des cas qui sont peu. La couverture peut aller de quelques pourcents à plus de 60%. Et je vais vous mettre précisément dans la réponse les médianes. Très bien, merci Jean-Baptiste. Avez-vous encore des questions? Encore quelques petites minutes. N'hésitez pas et ensuite on se séparera. Est-ce que certaines des fiches industrie sont-elles valorisables dans le tertiaire? J'ai envie de me tourner vers Solène. Est-ce que certaines fiches industrie sont valorisables dans le tertiaire? J'ai en tête que oui, vas-y, je veux bien. Donc, ce point-là, je vous recommande de vous référer à la FAQ du ministère. Il y a toute une partie de la FAQ où on vous indique quelles sont les fiches Attends, la question, c'est les fiches tertiaires valorisables en industrie ou dans les fiches industrie valorisables dans le tertiaire. Donc, c'est bien ça. Donc, il y a toute une partie, quelles sont les fiches industrie valorisables dans le tertiaire. Et les règles sont assez simples. Dès lors que la fiche tertiaire n'existe pas, on a le droit d'utiliser la fiche industrie, sauf lorsque la fiche industrie concerne les systèmes thermiques. Ah oui. Et là-dessus, il y a des exemples aussi qui sont donnés dans la FAQ. Donc, ça, c'est la règle de base. Ensuite, la FAQ cite certaines fiches. Et ensuite, c'est plutôt à faire du cas par cas. Donc, vous avez dans la diapo qui apparaît à l'écran le lien vers la FAQ du ministère, MTE. Donc, n'hésitez pas à vous y reporter. Ah, je crains de ne pas avoir compris le sujet changement de destination. Je prends un exemple concret. Une entreprise achète un bien, soit une maison individuelle, et elle transforme en un bâtiment tertiaire. Même au bout de 2 ans, si elle réalise des travaux éligibles au C2E tertiaire, elle ne pourra pas bénéficier de primes parce qu'à la base, c'était une maison. À la base, c'était une maison, donc le ministère ne considère qu'on ne peut pas valoriser les C2E lorsqu'on passe d'une maison à un bâtiment tertiaire. Et inversement, lorsqu'on passe d'un bâtiment tertiaire, on a les bailleurs sociaux qui viennent nous solliciter de façon régulière en disant on peut accéder à des bâtiments tertiaires, on aimerait les transformer en logements sociaux. Eh bien non, ce n'est pas éligible au dispositif des C2E. Plus de questions? Je
crois qu'Elisabeth, on a fait le tour de tous ces sujets. Quoique. Ah, il y en a une quand qui vient même. de Si, deux, là. Une petite dernière. Alors, allez, il y en a une pour l'Indu de 131. Waouh, là, on commence à rentrer dans le dur. Ça veut dire qu'il faut lire la fiche. Hein. Et une sur la Treuc 129. Est-elle applicable pour un tracteur de cours d'un site, un tracteur de cours d'un site industriel pour déplacer les semi-remorques d'un quai à l'autre? Alors, Marine, alors ce qu'on me précise, c'est qu'actuellement, ce n'est pas éligible. Alors, pourquoi on peut se poser la question? C'est toujours une question de situation de référence. Lorsqu'on a calculé le forfait pour les poids lourds, on a pris des poids lourds qui faisaient quelques milliers de kilomètres par an. Là, on se retrouve sur un tracteur, sur un site industriel qui va faire quelques centaines de kilomètres par an. Donc, la situation de référence est très différente. Donc, et donc, le forfait serait très différent si on élargissait à ce type de situation-là. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas prévu. Sur l'Indu de 131, quelqu'un a la réponse ou là, on est vraiment, il faut rentrer dans le dur de la fiche et il faut la lire. Donc là, on va noter, c'est des fiches en cours de révision. Donc, on va noter la question. Note la question. Là, on parle d'un forfait, donc je ne comprends pas exactement le sens de votre question. Parce que vous dites que l'essor n'est pas dépendant du forfait, dans ce que je regarde dans la fiche. Ouais. Donc, je ne comprends pas pourquoi vous demandez. Donc, l'épaisseur demandée avec le calcul, 80 est trop importante. En fait, il y a une épaisseur standard, qui est moyenne, qui est prise pour réaliser les calculs de la fiche référence, mais dans la détermination du forfait, elle n'intervient pas. Donc, je ne suis pas sûre de bien comprendre le sens de la question. Bon, problème de compréhension. Une autre, lorsqu'on a perçu des C2E de récupération de chaleur fatale et que l'installation se trouve supprimée par remplacement de nouvelles technologies, ça se passe comment? On ne peut pas bénéficier deux fois des C2E. Voilà. Puisque la fiche stipule bien que la chaleur fatale ne doit pas être récupérée avant. Donc, je pense que, je ne sais pas si c'est suffisamment précis, mais en tout cas, on peut pas bénéficier de ces deux œufs une deuxième fois si on installe à nouveau un système de récupération de chaleur. Voilà, il y a une précision, c'est clair, mais la chaleur fatale n'existe plus. Vous avez eu des C2E. La seule chose que je vous souhaite, c'est de ne pas être contrôlé par le PNC2E, qui constaterait que il y a eu des C2E sur une installation qui n'existe plus. Et donc, j'avoue que je ne sais pas comment réagirait le PNC2E, mais ça peut être sujet à litige. Oui. Même si, Elisabeth, comme si M. Bougineau le précise bien, s'il y a l'installation qui a bénéficié des C2E est supprimée et qu'elle est remplacée vraiment par une nouvelle technologie, même dans ce cas particulier, vous pensez que ça ne vaut pas le coup? Si vous avez eu des C2E, c'est que quelque part, dans le calcul du forfait, on a considéré que l'opération allait durer. C'est-à-dire que les économies d'énergie sont calculées en fonction de la durée de vie. Donc, le PNC2E s'attend à ce que l'installation soit encore en place. Donc, si elle vient et qu'elle voit qu'il n'y a plus l'installation, qu'il y a une nouvelle machine, certes plus performante, mais il n'y a plus la machine qui a fait l'objet de ces C2E. Donc là, il y a un écart par rapport à ce qui a été déclaré. OK. Après, comment ça se passe PNC2E, si on justifie auprès du PNC2E, si l'industriel justifie auprès du PNC2E la raison pour laquelle il a enlevé sa machine, il a mis quelque chose de plus performant,
j'ose espérer que le PNC2E comprendra la situation, mais je ne sais pas du tout comment il réagira. Oui, il faut être prudent. Voilà, c'est ça, il faut être prudent. Si vous savez que la durée de vie de l'installation est compromise, c'est peut-être, faut rester prudent, voilà. Ok. De dernière minute. Je laisse Jean-Baptiste répondre, puisque on est sur Lorsqu'on a la bénéficié de C2E sur une récupération sur une source, récupération valorisée à 30%, est-il possible de bénéficier de C2E pour une nouvelle récup avec un système qui valorise les 70% restants? Alors, on vous l'a dit tout à l'heure, hein, c'est dans le corps de la fiche. C'est les trois fiches, les trois modes de récupération de chaleur fatale sont pas cumulables. C'est ça. D'accord. Donc dans ces configurations-là, ce qu'on vous invite, c'est à choisir la fiche qui valorisera le maximum de chaleur fatale et de bien dimensionner votre système. Mais il n'est pas possible, et c'est écrit en dur dans les fiches, de cumuler plusieurs fiches, une qui ferait 30, l'autre qui ferait 30, une autre troisième, et comme ça, vous payez 4 fois l'installation. Non, ça, c'est pas envisageable. C'est vraiment… C'est explicitement exclu. Voilà, c'est vraiment exclu et écrit en dur dans les fiches. OK. Bien. Nous arrivons à la fin de ce séminaire ou ce webinaire extrêmement intéressant. Je tiens à remercier Elisabeth Tatreau et toute son équipe, tous plus compétents et au fait de leur C2E, de leur fiche spécifique. Et vraiment, un grand merci pour tout. Ma camarade Claire et moi, nous sommes enchantés de cette présentation. Et puis, je vous dis, le petit mot de la fin, tu veux bien le donner, Claire, pour la BFC? Pour moi, Aura, on est enchantés. Très content. Et toi? C'était hyper technique. Merci beaucoup, Elisabeth, et toute ton équipe d'avoir répondu à toutes ces questions très précises. J'espère que ça vous a apporté beaucoup. Je pense qu'on va se redonner rendez-vous voilà, peut-être l'année prochaine ou avant, on verra, pour peut-être les nouveautés 2026. Et puis, très bonne journée et bon appétit à tous. Moi, de mon côté, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci à tous. bientôt. Merci encore.